bienvenue dans cette matinale du réseau Ressources, du collectif Ressources plutôt. Donc pour ma part, je suis Philippe Labro, je suis directeur de projet écologie urbaine et je m'occupe de l'animation de ces matinales qui vont se dérouler de manière un peu régulière, une fois tous les mois et demi, 2 mois à peu près, quoi, pour avoir une vision un peu à l'année. Donc le collectif Ressources, ce sont des gens qui travaillent dans le système urbain, dans la ville et dans les territoires, avec des compétences très variables, ville-habitat plutôt dans la partie habitat, urbitat, attitude urbaine, Pivadis, objectif ville, open source politique. Donc en fin de compte, il y a beaucoup d'acteurs différents, mais des gens qui font la ville. Et l'idée, c'est de se regrouper au sein d'un collectif pour faire part, en fin de compte, de notre vision de la ville et des territoires et de l'évolution face aux enjeux de la transition écologique. Donc on traitera de ces sujets, la ville et des territoires, qui seront des sujets phares de nos matinales. Alors, les petites consignes de la matinée, c'est qu'on peut poser des questions par chat, c'est assez facile, et couper les micros pour éviter qu'il y ait trop de dissonance entre nous. Voilà, donc les invités de la matinée, donc Lionel Ferrari, merci d'être là ce matin. Donc vous êtes directeur des politiques publiques et de l'innovation et à l'Union des groupements d'achat public, donc à l'UGAP. Donc bienvenue Lionel. Merci. François Meunier, donc architecte et cofondateur d'Attitude Urbaine, donc une agence de programmation urbaine. Donc François, tu interviens très en amont dans la conception de la ville, puisque tu interviens au niveau de la programmation. Donc ça, c'est important de voir tous ces stades de la définition d'un système urbain. Et Justine Bentouvresse, qui est avocate au cabinet d'avocats LLC, spécialisée en droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement, avec qui on a l'habitude de travailler assez souvent sur des projets innovants en termes d'énergie renouvelable ou de commandes publiques. Voilà, donc merci à tous les trois. Je vais commencer en fait peut-être par un constat. La première question, je vais la poser à Justine. Le thème de la matinale ce matin, c'est la place de la transition écologique dans la commande publique. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, on utilise toutes les possibilités que nous donne la commande publique pour innover? Est-ce que, à ton niveau d'expertise, est-ce que tu penses qu'on peut encore faire... Est-ce qu'on utilise toutes les martingales possibles de la commande publique actuelle pour faire de la transition écologique? Alors, oui et non. En fait, il y a plusieurs constats qu'on peut faire et je pense que cette matinale intervient, est un peu au cœur d'une actualité assez foisonnante, à la fois par rapport à la crise sanitaire qui a révélé la nécessité de développer les circuits courts, le plan de relance européen qui rend les territoires moteurs dans les démarches de transition énergétique et écologique et qui, du coup, nous interroge effectivement sur l'adaptation des règles de la commande publique, des outils qu'on a aujourd'hui à disposition pour développer les exigences de développement durable. Est-ce qu'on les utilise suffisamment? Est-ce que ces outils sont suffisamment adaptés? Et ensuite, effectivement, quelles sont les marges d'évolution éventuellement réglementaires qu'on peut pousser? Alors, les outils que l'on a, on les connaît. Évidemment, l'idée, c'est pas de tous les rappeler, mais faut savoir que les acheteurs publics ont l'obligation d'intégrer à tous les stades de la passation et de l'exécution des marchés les exigences de développement durable. Ah, moi, j'ai une coupure J'ai une coupure également, oui. Ouais, pareil. Ouais. Donc, on a perdu Justine. On va essayer de se reconnecter. Ce sont les aléas du direct, comme disent les journalistes. Tout à fait. Donc, je vais attendre que Justine se reconnecte. On va passer d'une question. De temps que Justine se reconnecte, je vais passer à ce qu'elle est revenue. Non, je vais passer, elle a quitté la réunion, elle va bien se reconnecter. Je vais passer une question à Lionel Ferrari. Vis-à-vis de l'UGAP, vous apparaissez comme une grosse machine qui est là pour faire les achats groupés en volume. Je veux caricaturer un peu volontairement, mais
pour le compte, vous travaillez pour le compte des collectivités locales et de l'État. Est-ce que vous dites en 2 mots un peu de l'UGAP et comment vous évoluez pour intégrer ces nouvelles valeurs comme le bas carbone, l'économie circulaire, qui font les composantes fondamentales de la transition écologique? Alors, d'abord, peut-être quelques mots pour l'UGAP, parce que Oui, tout à fait. intuitivement, tout le monde ne nous connaît pas forcément. Donc, l'UGAP, l'Union des groupements d'achat public, est la seule centrale d'achat public généraliste en France. C'est-à-dire que nous achetons sous l'empire, si j'ose dire, du Code des marchés publics au secteur privé pour revendre au secteur public qui n'a plus besoin de procéder à la procédure. Excusez-moi, Lionel, juste, je vois Justine qui est revenue, mais j'ai donné une question à Lionel, Justine, le temps que tu étais parti. Et on t'entend, tu as le micro qui est coupé. Ouais. Voilà. Excusez-moi, j'ai été déconnectée. Je laisse Lionel répondre et je te redonne la parole de suite. Très bien. Donc, je faisais une brève présentation de l'UGAP, donc centrale d'achat public généraliste en France, qui permet aux collectivités et à l'État et aux hôpitaux, puisque nous les servons aussi, de recourir à un certain nombre de biens et de services sans avoir à procéder eux-mêmes à la passation du marché public, puisque nous la passons en amont. Nous agissons sur un volume d'achat d'à peu près 4,5 milliards d'euros chaque année. Donc, effectivement, nous sommes vu de l'extérieur, nous sommes une grosse machine. Je pense que nous le sommes effectivement. Et le défi pour nous, c'est d'arriver à intégrer tous les sujets qui sont au cœur de la thématique de ce matin dans notre mode de fonctionnement. Alors, évidemment, c'est pas forcément intuitif. C'est pas forcément intuitif parce que nous sommes une centrale d'achat nationale avec une direction achat centralisée. C'est pas forcément intuitif parce que, mais Justine le dira sans doute beaucoup mieux que moi, le code de la commande publique est, je ne sais pas si c'est une contrainte, en tout cas c'est une donnée très structurante qu'évidemment nous respectons scrupuleusement, mais je crois qu'on y arrive. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Peut-être Justine peut dérouler son argumentaire. Justine, je te redonne la parole. D'accord, alors excusez-moi, vous vous êtes arrêté où? Parce que en fait, j'ai continué à parler après. Je me suis rendu compte peut-être tardivement que j'étais déconnectée. On a dû louper 2-3 minutes de ton intervention, je pense. Voilà, de la fin de ton intervention. Alors, ce que je disais en fait en préambule, c'est que on a un contexte sanitaire, politique, économique, etc., où peut-être qui nous oblige à réinterroger les outils existants de la commande publique. Voilà, étant précisé que le droit de la commande publique a toujours été assez réfractaire aux données étrangères aux libertés individuelles, c'est-à-dire la liberté à la libre concurrence, l'égalité d'accès à la commande publique. Pour cause, un contrat de la commande publique, c'est un contrat qui est conclu à titre onéreux par une personne publique pour répondre à un besoin public. Donc, on a le critère de l'onérosité et le critère de la réponse à un besoin public. Tout ça faisant, aujourd'hui, un acheteur public, c'est difficile pour lui de sélectionner un candidat sur autre chose que le prix et la qualité de sa prestation. Et ça, c'est des libertés qui sont venues du droit international, de l'Europe. Voilà. Et sauf que aujourd'hui, le Code de la commande publique a un nouveau principe qui est l'obligation d'intégrer les exigences de développement durable dans les contrats. Et donc, on va observer, on a des outils qui sont assez intéressants à toutes les étapes de la passation et de l'exécution d'un marché public. Ça va du sourcing, ça va des procédures, certaines procédures, les procédures adaptées quand on est en dessous d'un seuil, les procédures de dialogue compétitif et de négociation dont les conditions ont été élargies, notamment quand on est porteur de solutions innovantes. Ça permet de collaborer avec les candidats et de faire émerger des solutions innovantes, notamment en termes d'innovation environnementale, technologique. Il y a le choix du marché lui-même. Donc là, on a effectivement des outils aujourd'hui qui sont intéressants, des marchés de performance, quand on a des objectifs en termes d'efficacité énergétique ou encore d'incidence écologique, on peut mettre en place un marché global qui va donc déroger aux règles classiques de la commande publique que sont l'allotissement. Donc on va pouvoir associer conception, réalisation, exploitation, maintenance. Et évidemment, un titulaire d'un marché sera plus enclin, on va dire, à bien exécuter son contrat s'il a participé aux études et aux travaux. Donc ça, on a des contrats plus globaux qui vont prendre en compte d'autres exigences, les exigences de développement durable par nature.
On a également la possibilité d'intégrer aujourd'hui la production d'énergie renouvelable dans les marchés globaux de performance. Et là, c'est grâce notamment aux installations de production d'énergie renouvelable qu'on va amortir les actions de réduction des consommations par les actions de performance énergétique. Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire un panel de tous les outils de contrats qu'on a à disposition, mais on a des marchés qui sont assez intéressants qu'on peut mettre en place. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ces outils sont suffisants et est-ce qu'aujourd'hui nous permettent de répondre aux nouveaux enjeux, et on le voit aujourd'hui avec la nécessité de développer l'échelon local, de développer les circuits courts, et voilà. Et comme je le disais, on a ces exigences, ces libertés individuelles d'égalité d'accès à la commande publique, qui, de cette obligation de respecter cette égalité d'accès, procède en fait l'interdiction du localisme. Le localisme, la préférence géographique, l'implantation locale. On ne peut pas non plus, les spécifications techniques du marché ne peuvent pas prendre en compte le mode de fabrication ou l'origine d'un produit, sa provenance. Voilà, donc comment développer les circuits courts quand on ne peut pas avoir un critère de préférence géographique dans les marchés. Donc, et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est restreint dans nos marges de manœuvre. Je pense que les collectivités en pâtissent en premier lieu parce que on a eu la loi de modernisation de l'agriculture pour l'approvisionnement direct, où on a une possibilité de sélectionner des candidats aujourd'hui sur leur capacité à démontrer qu'ils peuvent s'approvisionner directement sans intermédiaire, mais ça reste une dérogation qui vient de la loi. Aujourd'hui, par exemple, comment on fait pour acheter directement l'électricité renouvelable et locale ? En fait, le code de la commande publique, tout simplement, l'interdit, puisque ça veut dire qu'on va acheter une électricité, se fournir en électricité, en exigeant du candidat qu'il fasse la preuve de garantie d'origine. Donc, la garantie d'origine, c'est l'origine locale et renouvelable de l'énergie vendue. C'est interdit. Donc, comment on fait ? Est-ce qu'on peut pas se faire comme on a fait pour l'agriculture, considérer que ça vise un mode de circuit de la fourniture et pas l'implantation géographique du candidat? Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des choses, voilà, des critères qui sont perfectibles, parce qu'aujourd'hui, on est assez restreint dans nos marges de manœuvre. Et je pense qu'il faut de toute façon, c'est la combinaison de l'ensemble des outils qu'on a qui va nous permettre d'atteindre les objectifs de performance énergétique. Mais si on suit les objectifs ambitieux des lois de transition énergétique et écologique, c'est compliqué. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a déjà pas mal d'outils qui demandent à évoluer. Voilà. Mais on n'est pas complètement démunis, quoi. On a quand même une certaine flexibilité pour tester, pour expérimenter. Oui, notamment les expérimentations juridiques de la loi de transition énergétique, où là, on peut effectivement, l'idée, c'est de tester des dispositifs réglementaires nouveaux pour amorcer de nouveaux projets, des nouvelles solutions, des nouvelles innovations environnementales notamment. Il y a des choses à faire, il y a des choses à proposer, mais il y a, je pense, quand même de gros chantiers réglementaires à mettre en œuvre. On va essayer de booster. On est là pour ça, pour en parler, pour essayer de faire évoluer un peu les choses. Je vais redonner la parole en fin de compte à Lionel par rapport à l'UGAP et à votre dynamique d'innovation, quoi, par rapport à la commande publique. Vous êtes quand même un gros pourvoyeur de commande publique et votre avis doit être écouté si on veut faire évoluer les choses. Donc, comment vous le mettez en œuvre concrètement ? Alors, d'abord, petit bémol sur ce que vous dites. Nous sommes la plus grosse centrale d'achat, en tout cas la seule généraliste en France, mais avec nos 4,5 milliards de chiffre d'affaires, nous restons quand même un petit poussé à l'échelle de la commande publique française, qui, selon ce qu'on y inclut ou pas en termes de contrats de concession et autres, oscille, mais les plus juristes que moi me contrediront, je crois, entre 60 et 120 milliards, selon qu'on y inclut ou pas des contrats de concession, etc. Donc, mais c'est vrai que notre poids est assez important. Alors, comment on se situe par rapport à ça ? Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Justine, et puis situer un petit peu l'UGAP par rapport à ça. Et pour revenir un peu sur votre question, Philippe, moi, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de leviers juridiques existent, mais qui sont trop peu utilisés. Et on a trop tendance, dans l'achat public français d'une façon générale, je ne parle pas spécialement de l'UGAP, à avoir une vision un petit peu frileuse de ce qu'on peut faire avec les outils juridiques existants. Je vais vous prendre quelques exemples. On considère à l'UGAP, et c'est un vrai challenge vu notre organisation, vu notre centralisation, on considère qu'on a un objectif
particulièrement important qui est celui d'accroître la part des PME parmi nos fournisseurs. Et pourtant, rien, comme le disait Justine, dans le Code de la commande publique, ne nous permet de faire une préférence a priori pour les PME. Mais ce n'est pas parce que le Code de la commande publique ne nous permet pas de faire de la préférence juridique formelle que cela nous exonère de tout mettre en œuvre pour maximiser les chances des PME d'accéder à nos marchés. Et souvent, au plus près des collectivités, ce sont les PME qui sont porteuses d'innovation, qui sont porteuses de projets environnementaux souvent très innovants. Autre exemple, on a aussi dans les politiques que l'on porte l'ambition de porter très haut l'achat d'innovation, de le porter plus haut que les objectifs initiaux qui avaient été fixés en 2012 de 2% d'achat public consacré à l'innovation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet objectif qui aujourd'hui a été un petit peu perdu de vue, mais que nous suivons encore. Nous sommes aujourd'hui à 3,5. Là aussi, c'est quelque chose, mais je suis très intéressé d'avoir votre retour et le retour de Justine et des autres juristes là-dessus. L'innovation, juridiquement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de définition. Donc, l'Observatoire économique de la commande publique a fait un groupe de travail auquel nous avons participé, qui a mis au point une méthode qu'on appelle la méthode du faisceau d'indices, qui est destinée à décomplexer les acheteurs sur comment j'arrive tout de même à qualifier une solution ou comment j'arrive à argumenter un critère innovant dans une de mes procédures. Eh bien, on le fait. On le fait. Pour l'instant, on ne s'est pas fait taper sur les doigts. Il y a des solutions qu'on qualifie d'innovantes qui, aujourd'hui, ne sont pas contestées et on se permet d'insérer un critère innovation dans un certain nombre de nos procédures. Voilà. Donc, ça fait partie des choses. Et ces quelques principes-là que je vous donne sont destinés à faire mentir, ce que vous disiez un peu, Monsieur Labro, en introduction, à faire mentir cette image de la grosse structure centralisée nationale qui est un peu loin de la vraie vie des territoires. Non, au contraire, nous, notre défi, c'est d'arriver à concilier les deux. Non, mais c'était une provocation. Mais je me doute bien. Mais comme on se connaît un peu mieux à présent, je sais que bien sûr. Donc voilà, alors je pourrais en dire, je pourrais être très, très long et bizarre là-dessus, mais je crois qu'il vaut mieux laisser la place aux échanges. Je vais donner la parole en fin de compte à François. Donc François, la programmation urbaine intervient très en amont dans la définition de la ville. Pour être créatif en programmation urbaine, il ne faut pas être trop encadré par des DPGF et des outils administratifs très contraignants. Comment, à ce stade de la programmation urbaine, en fait, on peut être créatif dans la commande publique? C'est vrai que c'est une pratique libre du projet, la démarche de programmation. Et on est effectivement souvent confronté dans la mise en œuvre de ces processus de projet. On est confronté au cadre. Alors finalement, deux principaux. Évidemment, c'est pas exhaustif. À la fois la question du code des marchés et puis évidemment l'urbanisme et tous ces aspects réglementaires et juridiques qui évidemment encadrent les processus d'aménagement. C'est intéressant, là, le prisme de la démarche de programmation urbaine, finalement, c'est à la fois considérer que c'est un véhicule qui peut porter un certain nombre d'aspects, justement, de la transition écologique des territoires, dans le cadre des projets d'aménagement de l'espace. Et ça nous renvoie à quelque chose qui éclaire, on va dire, une dimension managériale de la programmation, puisque c'est une démarche. C'est qu'on est amené à organiser finalement un processus de travail, de délibération, d'arbitrage dans l'aménagement de l'espace. Et ça veut dire qu'on se soucie beaucoup de la continuité des processus, des conditions dans le processus de dialogue entre les acteurs. On se préoccupe finalement de la pratique du projet, des questions de transversalité, d'interdisciplinarité. Donc, il y a quelque chose autour de la manière de mettre en branle, finalement, les castings de l'ingénierie de l'aménagement qui, tout de suite, nous confronte effectivement assez naturellement aux véhicules, notamment aux éléments du code des marchés qui sont censés effectivement constituer les supports de ces ingénieries de projets. Et donc, on est effectivement assez rapidement à devoir trouver des solutions, des véhicules justement qui soient les plus adaptés possibles à la question qui a été posée, puisqu'on arrive en amont.
on a effectivement une responsabilité. Évidemment, on travaille avec des gens compétents en la matière, dans le champ juridique, hein, bien sûr, mais on est amené très tôt, effectivement, à déterminer la scène de l'exercice, finalement, des ingénieries du projet. Et on est à ce moment-là, effectivement, dans une quête à la fois de dispositifs qui permettent une certaine souplesse, en permettant finalement, tu parlais de DPGF, on pourrait parler effectivement du cadre forfaitaire d'émission qui permet effectivement de trouver des moyens, en tout cas des véhicules beaucoup plus souples pour permettre l'évolutivité des expertises dans le cadre d'un processus qui, très en amont, amène à découvrir finalement de nouveaux problèmes. Et parfois, le cadre dans lequel on est, que ce soit en AMO de programmation ou que ce soit la maîtrise d'œuvre urbaine, on est dans des situations de limitation à l'exercice finalement du projet et de l'expertise. Et on est parfois tout simplement coincé, hein, pour avancer. Donc cette souplesse, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'accords cadres, de possibilités effectivement d'affûter des marchés subséquents au fur et à mesure, comme si finalement le diagnostic était permanent, hein, et qui permettait de découvrir des angles morts, etc. Mais c'est ça un projet. Et là, effectivement, tous les outils, en tout cas tous les cadres, ne le permettent pas. Il y a deuxième point, c'est la continuité, hein, la continuité d'un processus de travail et de délibération, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement, on ne soit pas empêché dans le déploiement finalement du processus de projet, de travailler avec les acteurs. Et là, ça renvoie à un autre point qui est celui de l'itération, un troisième point, l'itération, c'est-à-dire possibilité aux acteurs de dialoguer. Alors c'est vrai qu'on parle à ce moment-là beaucoup du dialogue compétitif permettant ces échanges quand il s'agit effectivement d'éclairer un sujet qui est aussi majeur, qui est celui de la relation entre ce travail, on va dire, du territoire à travers la démarche de programmation pour l'aménagement de l'espace et la maîtrise d'œuvre urbaine, avec des gros enjeux là que peut-être sur lesquels on reviendra, mais qui sont ceux de donner en tout cas les moyens à la démarche de programmation, qui est finalement le projet du territoire, hein, dans l'aménagement de l'espace, d'être indépendante des contrats qui, eux, véhiculent la maîtrise d'œuvre urbaine. Donc ça, c'est aussi un autre enjeu, hein, entre programmation et conception, qui renvoie aussi aux cultures marché des collectivités notamment, qui ont tendance à faire du tout en un, et à tout mettre dans un même paquet. Et même si c'est un accord cadre très souple, ça ne va pas résoudre les problèmes de hiérarchisation, on va dire, qui sont nécessaires entre les rôles des différentes ingénieries. Voilà, donc c'est vrai que la démarche de programmation pratique libre, et ensuite, évidemment, il faut être très tactique dans la manière de négocier les différents véhicules dans lesquels on va évoluer et surtout permettre aux différents acteurs d'évoluer compte tenu de nos fonctions un petit peu managériales. Voilà. Quand je vous entends tous les trois, en fait, j'ai l'impression qu'à ce stade de la discussion, on a de quoi faire des marchés publics avec un mode un peu plus agile que ce que l'on fait en ce moment. Est-ce qu'on ne souffre pas d'un manque, en fin de compte, de culot ou de créativité de la part de la maîtrise d'ouvrage qui hésite, en fin de compte, à utiliser tout ce que propose la commande publique par méconnaissance ou par peur juridique, par peur, en fin de compte, de l'erreur juridique? Je retourne sur Justine. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage, en fin de compte, est suffisamment compétente pour utiliser toutes les commandes, les accès à la commande publique? Je pense qu'on est quand même assez. De ce qu'on observe là aujourd'hui avec nos clients publics, c'est que on co-construit quand même de plus en plus les projets et les contrats. Donc il y a un écho. Et donc, je pense qu'on est plus freiné aujourd'hui par les outils dont on a à disposition, que ce soit la nature du contrat, sa durée, le type de procédure à mettre en place. Aujourd'hui, on a des clients publics quand même qui veulent massifier l'offre de projet sur les territoires et qui n'en ont pas la capacité parce qu'ils sont limités par la nature des procédures et le type de contrat qu'il est possible de conclure. Par exemple,
exemple, on se pose beaucoup de questions sur la durée des contrats. Aujourd'hui, les projets énergétiques, par nature, nécessitent des durées longues parce qu'on va avoir des tiers investisseurs, généralement, qui vont apporter le financement parce que les collectivités n'ont pas forcément soit les moyens d'investir, soit la volonté d'impacter leur capacité d'endettement, et donc vont avoir recours à un tiers qui va réaliser les installations à leur place, investir et exploiter et entretenir l'équipement pendant des durées qui sont nécessairement longues, mais du durée de 10 à 20 ans. Or, le Code de la commande publique nous impose des remises en concurrence périodiques pour justement toujours garantir cette liberté d'accès des candidats, cette libre concurrence. Donc, il est difficile aujourd'hui de développer des projets dans un cadre juridique adapté, on va dire. Ça, c'est les projets énergétiques, mais on peut avoir le même constat sur un certain nombre d'autres projets. Pareil, sur même la rédaction des clauses. Finalement, le Code de la commande publique nous impose les clausiers qu'on va insérer sur les clauses financières. L'interdiction du paiement différé, il est un frein aussi, puisque ça nécessite pour tous les marchés publics que la collectivité ait la capacité de préfinancer les investissements. Et c'est uniquement dans des cas très dérogatoires pour les marchés de partenariat, mais les seuils d'investissement sont tellement énormes que généralement, il faut être à plus de 2 millions d'euros d'investissement pour pouvoir mettre en place un projet dans le cadre d'un marché de partenariat. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller vite, on a les exigences de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a les lois de transition énergétique, on a maintenant les sanctions qui vont tomber sur les collectivités, sur tous les acheteurs publics pour la mise en place des actions de rénovation énergétique des bâtiments. Et quand même, les outils sont aujourd'hui peut-être assez peu adaptés. Voilà, donc il y a quand même oui, il faudrait faire preuve je pense que la créativité aujourd'hui, il y a une volonté de créativité des deux côtés, des deux parties. Mais voilà, quand on met en place un contrat un peu différent, avec une durée plus longue, avec un mode de financement un petit peu différent, effectivement, on va avoir en face de nous le service marché, qui est pas le marché public, qui va nous dire attention, on va se faire retoquer au niveau du contrôle de légalité. Bon, bah nous, on préfère rester sur un marché public. Alors après, est-ce que il faut pas davantage innover, se situer davantage dans des expérimentations juridiques, dans des partenariats d'innovation? Mais tout ça, ça reste des outils assez exceptionnels qui prennent du temps dans la mise en place. Voilà, et pour notamment une petite entreprise, une moyenne entreprise, elle n'a pas forcément le temps de constituer des dossiers importants, de faire la preuve de son innovation. Voilà, je pense qu'on a besoin d'outils qui nous permettent à la fois d'aller plus vite et peut-être de s'adapter davantage à la nature des projets qui aujourd'hui ont changé parce que il faut faire vivre les territoires, il faut faire vivre davantage l'échelon local et les circuits courts. On va poursuivre, revenir sur Lionel, par rapport, en fin de compte, aux objectifs fondamentaux du développement durable que l'on vit à l'heure actuelle, c'est réduction des gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité, économie circulaire. Comment vous, au niveau de l'UGAP, vous intégrez en fait ces composantes-là dans votre politique d'achat? Comment vous favorisez l'innovation, peut-être dans une démarche de résultat? Comment vous l'intégrez? Alors, juste simplement, je voulais, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, je partage complètement la problématique de la durée des contrats. Ça, par contre, c'est un vrai frein actuel. Et bon, nous ne sommes pas sur des projets qui ont trait à l'urbanisme ou autre, mais même sur des projets qui n'ont rien à voir, on voit qu'aujourd'hui, on achète des dispositifs qui, dans leur exécution, nécessitent parfois des gros interfaçages informatiques. Et c'est vrai que la durée traditionnelle de 4 ans, elle est complètement inadaptée. Donc ça effectivement, c'est un vrai problème. Dont on a d'ailleurs saisi à différentes reprises la direction des affaires juridiques de Bercy. Mais voilà, tout renfort est bienvenu. Je passe un message. Donc, pour revenir sur votre question, comment on intègre tout cela? On l'intègre en utilisant les différents outils qu'on évoque depuis le début de cette matinale, et on l'intègre aussi tout simplement en se fixant des objectifs. C'est-à-dire, l'UGAP est lié à sa tutelle, qui est Bercy, par un contrat d'objectifs et de performance sur 3 ans. Et dans ce contrat d'objectifs et de performance, eh bien, il est indiqué qu'au minimum, 70% de nos procédures doivent comporter des dispositions environnementales ou sociales. Il est indiqué que la part des PME dans nos fournisseurs doit s'accroître.
il est indiqué que notre part consacrée à l'achat d'innovation doit être maintenue au minimum par rapport à notre croissance. Bon, je ne rentre pas dans les détails et dans la tuyauterie un petit peu technocratique, mais simplement pour vous dire que très officiellement, nous avons des objectifs sur ces différents sujets. Donc ça, c'est au niveau macro, au niveau des objectifs de l'établissement. Ensuite, comment on s'y prend concrètement? Bon, évidemment, en insérant un certain nombre de critères, y compris un critère innovant, par exemple sur le sujet de l'innovation. On ne se prive pas aussi de mettre dans l'objet même de marché des dispositifs respectueux de l'environnement. Voilà. Sans trahir un secret d'État, dans quelques jours, nous allons probablement publier un appel d'offres sur des bus sur de la mobilité à hydrogène, par exemple. Donc, l'objet même du marché concerne les sujets environnementaux. Et puis, nous essayons de nous appuyer justement sur les qualités de nos défauts, si j'ose dire, en tout cas sur notre taille de centrale d'achat. Notre taille de centrale d'achat nous permet d'avoir des marchés de distribution qui vont permettre à différents dispositifs de se raccrocher à nos gros marchés pour pouvoir être distribués au plus près des collectivités publiques. Je vais vous prendre un exemple. Nous portons le plus gros marché public d'édition de logiciels. On appelle ça notre marché multi-éditeur, qui embarque derrière lui plus de 3000 éditeurs, où vous avez de la multinationale anglo-saxonne que tout le monde connaît bien, jusqu'à la petite start-up qui va mettre à disposition des collectivités une appli très innovante et très agile sur des dispositifs de copartage de véhicules, par exemple, ou des dispositifs d'intelligence artificielle, d'intelligence des réseaux énergétiques, de smart city, de smart grid, etc. Donc voilà, là, on essaye de jouer sur notre taille pour pouvoir intégrer et forcer, en fait, nos partenaires distributeurs, mais je pense qu'ils sont très souvent, ils savent que c'est une logique gagnant-gagnant, pour insérer des dispositifs innovants. Mais pour revenir sur la question strictement juridique, moi, je suis toujours surpris, lorsque je fais ce type d'intervention, de voir à quel point, et c'est là où je disais un petit peu en préambule, parfois les acheteurs publics sont un petit peu en retrait et très marqués par une culture très juridico-juridique. Lorsqu'on dit qu'on fait par exemple de la présomption de service fait pour pouvoir payer plus vite les PME, souvent on nous regarde avec des yeux ronds en nous demandant si on ne fait pas des choses très exotiques sur le plan des finances publiques. Ben non, tout ça est parfaitement régulier. Quand on dit qu'on insère un critère innovant dans la sélection des offres, y compris des fois jusqu'à un poids assez significatif dans le poids total des critères, voilà, avec la méthode validée par la direction des affaires juridiques de Bercy du faisceau d'indices pour qualifier une offre innovante, notre dispositif a été jugé parfaitement robuste sur le plan juridique et par les tutelles et par notre direction juridique. Donc, vous voyez, on fait feu de tout bois. Je prétends pas qu'on soit parfait et qu'on fasse sans doute autant qu'on pourrait. Probablement qu'il faut qu'on fasse plus. D'ailleurs, nos objectifs dont je parlais tout à l'heure dans le cadre de notre contrat d'objectifs et de performance avec l'État sont là pour nous le rappeler. Mais voilà, on essaye de faire feu de tout bois. Donc, ça veut dire que malgré sa taille, l'UGAP fait preuve d'une grande agilité. Et veut faire preuve d'une grande agilité. De toute façon, vous savez, je crois qu'il faut être très modeste, de toute façon, sur ces sujets-là. Il faut être à l'écoute de ce que disent tous les autres. C'est ce qu'on essaye modestement, ce que j'essaye modestement de faire ce matin. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, la part des collectivités locales dans notre clientèle totale est supérieure à la part de l'État, même si par personne juridique, si j'ose dire, nos principaux clients restent les principaux ministères. En tout cas, la part totale des collectivités est supérieure à celle de l'État. Donc, c'est une part de clientèle et de partenaires tout à fait importante pour nous. Parmi les 1200 ou 1300 collaborateurs de l'UGAP, il y en a plus de la moitié qui sont répartis dans nos directions régionales territoriales au plus près des collectivités. Donc, on écoute tout ça. On reste modeste, on fait feu de tout bois pour progresser. Et voilà un petit peu ce qu'on essaie de faire modestement. Mais oui, j'ose quand même dire que, d'une façon générale, les acheteurs publics sont des fois un petit peu frileux. Mais attention, le bémol que je mets, nous n'intervenons pas dans les sujets qui sont les vôtres par excellence, qui sont aménagement du territoire, urbanisme, éventuellement bâtiments de travaux publics, etc., gros contrats globaux, etc. Donc voilà, peut-être ma vision est biaisée que sur ces sujets-là, les contraintes juridiques sont peut-être beaucoup plus prégnantes que sur notre terrain de jeu où nous procédons par gros appels d'offres classiques.
Très bien. Je vais revenir vers François. Je crois qu'il y a des demandes d'intervention. Pardon. Jean-Pierre, tu veux dire un mot? On va laisser Jean-Pierre. Jean-Pierre, faut que tu mettes ton micro. On ne l'entend pas. Avec l'iPhone, c'est Jean-Pierre, pas très pratique, excusez-moi. vas-y. Oui, non, mais à ce stade de la discussion, je crois que il est important que nous réfléchissions aussi à des propositions sur lesquelles le collectif Ressources peut essayer d'avancer et de concrétiser les choses. Donc, je crois qu'on entend un certain nombre de suggestions là depuis le début du débat. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça concerne, je dirais, est-ce qu'on ne doit pas, sur certaines questions, proposer un peu plus que soit arrêter d'être frileux dans l'utilisation de clauses existantes, soit réécrivons quand même certaines clauses pour mieux prendre en compte un certain nombre de questions aujourd'hui qui sont absolument stratégiques, absolument clés, comme l'achat local, comme par exemple la question de la valorisation des énergies locales ou des choses comme ça. Est-ce que, j'ai presque envie de poser la question de manière un peu plus provocatrice, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme d'achat public possible pour un autre monde? Moi, je vois bien, par exemple, que dans la question du droit au logement, les collectivités, et ça c'est même, comment dire, au moment du Covid, ça s'est vu aussi, quelquefois sont très embêtés, parce que pour la mise en œuvre du droit au logement, elles doivent passer un marché public avec tel et tel opérateur. Ceci dit, il n'y a qu'un seul opérateur sur le territoire qui est capable de répondre je sais pas moi, à l'accompagnement des ménages vers un logement pérenne ou des choses comme ça, etc. Donc on passe par un marché public alors qu'on sait que finalement il n'y aura qu'un seul opérateur, c'est lui, ça peut être que lui, etc. Et on est obligé finalement de travailler presque à l'envers, d'écrire le cahier des charges pour être sûr que ça sera qu'au niveau des différents critères, ça sera cet opérateur-là. Bon, on voit bien là qu'il y a un petit peu un malaise. Je crois qu'il y a exactement le même problème sur la question de l'achat local. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même imaginer des formes d'achat public qui soient parfaitement transparents, dans lesquels il y a des possibilités de recours, etc., qui offriraient toutes les garanties, mais dont la philosophie n'est pas basée uniquement sur la mise en concurrence, sur lequel on dit bien sûr aujourd'hui en dessous d'un certain seuil, c'est peut-être pas la peine, mais il y a quand même des très très gros enjeux qui sont bien au-delà des seuils, et sur lequel on est obligé de passer par une mise en concurrence, alors qu'en fait, il y a l'intérêt général, la mise ou un certain nombre défini de manière large et peut-être en référence avec un certain nombre d'autres questions comme le droit au logement, comme la question, des questions aujourd'hui de priorité environnementale, etc., font que en fait on est en train de passer un marché public pour un opérateur bien connu, bien sélectionné, enfin bon bref. Donc voilà, je pose un peu cette question, où y a-t-il aussi éventuellement des clauses aujourd'hui dans le Code des marchés publics qui permettraient de faire ça. Alors là, ça serait un scoop, mais j'ai quand même pas l'impression. Justine, tu peux réagir Oui. par rapport? Oui, je peux réagir effectivement. Alors, ce que vous dites, c'est exactement en fait les intentions qu'on essaie de porter, notamment au travers de plusieurs syndicats d'énergie, au travers de fédérations, pour ne pas les citer, de collectivités. Il y a de toute façon, il y a pas 1000 solutions possibles. C'est-à-dire que si soit on doit considérer effectivement que des projets doivent se situer en dehors des procédures de mise en concurrence, et on le voit d'ailleurs avec l'introduction au droit français des communautés d'énergie. Ces communautés d'énergie, elles visent à développer l'ensemble des vecteurs énergétiques sur un territoire, mais avec des acteurs locaux, citoyens, un investissement essentiellement local pour les petites et moyennes entreprises. On ne veut pas de grosses entreprises qui ont par vocation principale l'énergie. Là, typiquement, on est en train de se demander comment, dans ce cadre-là, on impose à une collectivité
une procédure de mise en concurrence, alors qu'à côté, un opérateur privé pourra participer à ces communautés de manière libre. Les citoyens vont pouvoir investir aussi et participer au projet. Donc là-dessus, on se pose il y a de réelles interrogations sur est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un régime exceptionnel pour ces communautés-là. Parce que là, c'est les circuits courts, mais ça couvre l'ensemble des vecteurs énergétiques et nos voisins européens ne sont pas soumis aux mêmes procédures. Ou alors, il faut construire des contrats sur mesure. On l'avait fait à l'époque avec la performance énergétique des bâtiments. On a fait des marchés globaux de performance énergétique qui répondent enfin aux enjeux des lois Grenelle. Est-ce qu'il ne faut pas construire aussi des contrats sur mesure pour prendre en compte et l'exigence de durée longue des contrats, les exigences d'investissement court et soutenues par, par le privé. Voilà. Et ensuite, il y a quand même troisième levier d'évolution important. Je pense comme on avait fait, on avait travaillé avec l'adage de Bercy au moment en 2008 en fait, quand il y avait déjà ces difficultés et cette nécessité de relancer l'économie. Est-ce que là aujourd'hui, cette crise-là n'allait pas justement l'occasion quand même de faire évoluer les règles de la commande publique, parce que on se rend bien compte à tous les niveaux, quel que soit le secteur, que les règles sont inadaptées. Et je pense que c'est en travaillant sur ces trois leviers-là, en respectant quand même les règles existantes, parce que on est dans un système quand même européen qui nous impose de respecter les libertés individuelles, les libertés de circulation des personnes, des marchandises, tout ça continuera à s'imposer à nous, mais ça doit prendre en compte la vocation aussi collectiviste du droit de l'environnement, qui doit non pas seulement s'intégrer aux libertés individuelles, mais pourquoi pas, et c'est les débats qu'on a au niveau de la Constitution aujourd'hui, au moins d'un rang à peu près égal pour que on puisse confronter des droits de manière égale, et que le droit de l'environnement ne s'impose pas uniquement de manière subsidiaire quand le droit économique est respecté dans toutes ses formes. Voilà, donc je pense que c'est sur ces trois leviers-là qu'il faut aujourd'hui travailler, et nous, on veut être moteur aussi dans ces démarches d'évolution réglementaire. On en a en cours justement sur l'achat public, enfin l'achat direct d'électricité par les collectivités. On essaye de transposer ça dans le code de la commande publique, en tout cas trouver des leviers d'évolution, parce que le constat est fait que c'est inadapté. Et pour l'ensemble des circuits courts, je pense que si on ne remet pas en question cette interdiction du localisme, cette interdiction de favoriser les acteurs locaux, les entreprises de proximité, on va avoir des blocages qui vont nous empêcher finalement de respecter les objectifs ambitieux des lois de transition énergétique et de la loi énergie-climat aussi. Ce qu'on Voilà. voit, il y a quand même, pour mettre en place la transition écologique, il faut travailler sur les temps longs. Il y a des choses qui reviennent dans vos propos à tous, c'est en fin de compte le temps long et le local. C'est-à-dire la transition, ça se fait sur des temps longs et ça se fait avec les gens en fin de compte du territoire, quoi. Donc il y a une relocalisation qui paraît importante et les temps longs. Par rapport à ça, je reviens vers François sur la partie programmation temps long, parce qu'en fin de compte, ton stade d'intervention, c'est le stade en fin de compte de la création du début du projet. Est-ce que tu pourrais imaginer une commande publique avec un mode beaucoup plus agile que ce que tu vis en ce moment? Oui, alors on le souhaiterait. Alors après, il faut une créativité, on va dire, juridique qu'on n'a pas, enfin que je n'ai pas, mais en tout cas, ça renvoie quand même effectivement au-delà de la créativité, on va dire juridique qu'il faudrait avoir, à sans doute une meilleure connaissance par les acteurs qui réfléchissent à ces sujets, de ce qui sous-tend les processus de projet. Que ce soit en amont ou en aval, hein. Ça c'est quelque chose qui évidemment renvoie à l'ensemble des conditions d'un processus de projet. Et là, si on revient à la question que tu posais, Justine, sur la frilosité des services marchés ou ce qu'a évoqué Lionel sur la culture juridico-juridique, on va dire, des acteurs, en tout cas, auxquels on a affaire sur les territoires. Eh bien, on a effectivement là sans doute assez peu de dialogue. On voit des conflits, par exemple, entre les services marchés, les services urbanisme ou les services techniques qui effectivement n'ont pas réussi, par exemple, à se mettre d'accord sur, en l'occurrence, le bon véhicule pour conduire
les différentes ingénieries nécessaires à la mise en œuvre, à la mise en place d'un projet urbain. Donc on arrive là-dedans, c'est-à-dire qu'on arrive, je vais dire, les coûts pour le coup sont déjà partis et sans doute les véhicules sont déjà relativement inadaptés. Donc nous on re-questionne tout ça toujours à l'aune des besoins, des conditions d'un processus de projet, à la fois amont et aval. Hein. C'est encore une fois quelque chose qui nous renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, à des sujets qui impliquent évidemment des échanges, voire même de la formation de la part des acteurs qui ont en responsabilité, notamment les services marchés. Et j'allais dire qu'effectivement, si on peut jouer un rôle, nous, en tant qu'AMO de programmation urbaine, c'est effectivement de mieux évoquer ou de mieux décortiquer les conditions de ce processus de projet et tous les empêchements qui peuvent surgir effectivement de cadres non adaptés. Je pense juste par exemple à une chose qui est assez éclairante, je trouve, du rapport entre le véhicule et les conditions d'un projet. Je pense au dialogue compétitif, c'est-à-dire là, je ne sais pas où ça en est là actuellement, mais il y a encore 2-3 ans, lorsqu'on évoquait sur la question du dialogue compétitif, la possibilité d'associer les habitants au processus de projet au moment du dialogue compétitif, puisque le dialogue compétitif, c'est déjà le début du processus de projet. Hein, quand on est là en urbanisme, imaginons là que nous, on est à EMO sur ce dialogue compétitif et qu'on contribue, voire même à aider à l'organiser et à le conduire. Et à ce moment-là, effectivement, on est en dialogue avec un certain nombre d'acteurs qui prennent évidemment la responsabilité juridique de ce dispositif-là. La plupart du temps, la question de la concertation avec les citoyens en même temps que le dialogue compétitif, elle est considérée comme impossible, alors même que à partir du moment où, si vous voulez, vous sortez un petit peu du cadre, vous faites un pas de côté, vous considérez que le dialogue compétitif, finalement, c'est le dessus de l'iceberg, mais que la réalité, finalement, du processus de projet, c'est le travail de la maîtrise d'ouvrage, de ses partenaires qui se fait, j'allais dire, en dehors des séances du dialogue compétitif et qui permet, par exemple, de fabriquer le programme, ou du moins le pré-programme urbain. Ce pré-programme urbain, certes, il se construit aussi en interaction avec les différentes séances de dialogue avec, par exemple, les concepteurs, les maîtrises d'œuvre urbaines qui participent à ce dialogue compétitif. Mais la réalité de l'élaboration de ce programme, c'est aussi beaucoup de séances de travail qui ont lieu en dehors de ces sessions de dialogue compétitif. Donc nous, on dit, écoutez, la participation citoyenne, organisons-la autour de ce fil conducteur qui est la construction du programme. Et il suffira effectivement de ne pas communiquer sur les différentes solutions qui sont proposées par les maîtrises d'œuvre urbaines initinérées pendant la phase de dialogue compétitif, pour qu'il soit tout à fait possible d'envisager simultanément un dialogue compétitif, une participation citoyenne. Mais ça demande une connaissance, une capacité à décortiquer les différentes instances qui sont en jeu quand on est dans un processus de projet, et que, effectivement, certains acteurs n'ont pas obligatoirement une vision très très claire. C'est-à-dire, voilà, le dialogue compétitif, une fois qu'on le met en place, ça effacerait finalement toutes les autres conditions d'un processus de projet. Et ça, c'est bien dommage parce que effectivement, ça crée des quiproquos et des empêchements tout à fait inutiles. Voilà, mais voilà, on est bien conscient que ça se joue pas mal dans la subtilité, finalement, qui sont, on va dire, de fait, qui traduisent assez souvent les conditions d'un processus de projet, en tout cas quand il est contextualisé. Voilà. Donc, je dirais là, on a effectivement, à travers cet exemple-là du dialogue compétitif et de la participation citoyenne, l'identification qu'il y a un enjeu véritablement à ce qu'il y ait une montée en culture, on va dire, des différents intervenants qui croisent le champ de l'urbanisme de projet. Voilà, je parle de ce que je connais. Et ce n'est pas quelque chose encore tout à fait acquis quand on est sur le terrain des collectivités notamment. Il y a une question que je voulais vous poser à tous les trois, en fait, c'était la place de la médiation scientifique.
On voit que pour innover dans la transition écologique, il faut toujours, en fin de compte, avoir ou un pas de côté ou un pas en avant. Et donc, la recherche a toujours son mot à dire qui me paraît de manière importante. On n'utilise pas assez. On essaie d'intégrer cette médiation scientifique dans nos projets, c'est assez compliqué. Je voulais savoir comment vous pouvez percevoir ça, enfin, comment on peut percevoir en fait, la place de la médiation scientifique dans la commande publique. Quelle place elle peut avoir? Je vais commencer par Lionel. La place de la recherche scientifique, c'est La ça? recherche scientifique, oui, tout à fait. L'idée, en fin de compte, comment, en fin de compte, cette recherche peut faire avancer la commande publique ou comment on peut la placer dans la commande publique? Alors, je vais peut-être vous dire quelque chose qui sera trop éloigné, je m'en excuse d'avance, de votre univers. Je ne parle que appel d'offres traditionnel, si j'ose dire. Moi, je crois que on n'est pas des chercheurs et nous ne sommes pas spécialistes. Enfin, nous avons, nous, des acheteurs qui sont spécialisés sur leur univers produit, bien sûr, mais il faut être aussi très, très lucide et très modeste par rapport au fait que ce sont souvent les prestataires eux-mêmes et nos clients, les collectivités, qui sont à la pointe de ce qui se fait. Donc, la seule façon d'arriver pour nous à capter les dispositifs innovants, le cas échéant, et la seule façon de capter, c'est de laisser une marge de manœuvre, en fait, au prestataire dans la réponse qu'il va faire. Et là aussi, c'est simple à dire, c'est moins simple à faire, lorsqu'on sait que là aussi, traditionnellement, on a tendance à penser qu'il faut être extrêmement directif et extrêmement précis dans ce qu'on demande dans un cahier des charges de marché public. Voilà. Donc, il faut être peut-être un peu moins précis qu'on l'a été, bien évidemment tout en restant dans les clous, mais il faut absolument laisser la marge de manœuvre à notre partenaire et à notre prestataire pour lui laisser proposer des choses, parce que l'innovation, elle vient de lui. C'est pas nous qui allons déterminer depuis notre siège le dispositif innovant ou autre. Donc, ça veut dire, mais ça, c'est des choses qui sont rebattues depuis un certain temps dans le monde de l'achat public, mais qui sont parfois très difficiles à faire. Et puis les confrères acheteurs dans les collectivités sont parfois complètement débordés et n'ont pas forcément la possibilité de s'y pencher dessus. Il faut absolument faire des cahiers des charges fonctionnels et pas des cahiers des charges techniques trop précis. Moi, je peux que me féliciter de vos propos, parce que quand on voit, nous, des cahiers des charges dans l'appel d'offres qui nous semblent totalement opposés, en fin de compte, à ce que le bon sens nous dit en termes de rendu. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, quand on voit que les DPGF ou les bordereaux quantitatifs sont tout à fait hors normes au bout de la première séance de travail, et quand on voit qu'on a forcé le maître d'ouvrage à une précision horlogée alors que tout est faux, voilà, donc en fait, on est un peu dépité certains cas en se disant pourquoi la commande publique, qu'est-ce qui pousse la maîtrise d'ouvrage à faire des choses pareilles, quoi. Donc, est-ce que c'est, comme vous dites, manque de temps, manque d'immersion, manque d'appui? Pour ça, je dis que comment la médiation pourrait les aider à nous aider à faire un pas de côté, à voir les solutions différemment. Justine, un mot là-dessus? Oui, alors on a un outil, donc déjà il y a les marchés recherche et développement, mais au-delà de ça, je pense que pour justement co-construire le cahier des charges avec les opérateurs, il y a des outils qui sont disponibles. Il y a notamment ce que je disais au tout début, c'est la procédure de sourcing. La procédure de sourcing, elle permet justement, alors faut bien faire attention, c'est pas une procédure de présélection des candidats, parce que là, de la même manière, ça reviendrait finalement à mettre en concurrence avant que le marché soit rédigé et fasse l'objet de la APC, etc. Donc, il faut bien que ce soit fait avant la procédure de passation, mais c'est une procédure qui permet de consulter les entreprises, de les solliciter, de les informer d'un projet, de pouvoir recueillir un certain nombre d'informations sur notamment des innovations environnementales. Ces informations-là vont pouvoir être utilisées par l'acheteur public, toujours en respectant avec l'usage de cette information que, évidemment, ça ne conduise pas avec cette information privilégiée ensuite à privilégier un candidat par la suite. Mais là, de la même manière, on recommande dans ces cas-là de prévoir un règlement de sourcing qui va justement bien conditionner ça pour que si jamais un candidat a été privilégié, que ce soit écrit que tel candidat a contribué à. Voilà, tout ça, c'est de la transparence, c'est du bon sens aussi, mais on a cette procédure qui est assez intéressante. Et finalement, on se rend compte, quand on le fait bien, que le sourcing est finalement une forme d'étude de marché préalable qui permet ensuite de définir précisément le besoin et d'avoir un cahier des charges adapté finalement, effectivement, à l'évolutivité des projets et à l'innovation.
Il y a aussi une autre, on va dire, c'est pas un outil, mais rien n'interdit, c'est les jurisprudences européennes, à un candidat, un opérateur d'intervenir en amont et en aval d'un marché. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, en tant qu'opérateur, entreprise, petite, moyenne, grande, proposer des choses à un acheteur public, co-construire finalement avec elle le marché. Si, pareil, les informations qui ont été utilisées et qui ont été échangées en amont ne sont pas utilisées en aval pour obtenir le marché. Ça, c'est les jurisprudences Génicorp en droit européen qui ont été transposées en France. Donc, il est possible aussi de faire des choses. L'acheteur public a la possibilité de consulter des entreprises et ça n'empêchera pas cette entreprise-là d'être sélectionnée au stade de l'attribution du marché si, pareil, on fait preuve de transparence et de communication sur cet échange-là et que ça ne porte pas atteinte à la libre concurrence. Voilà, donc il y a tout ça, c'est vraiment la combinaison des outils, je pense, qui permet de faire des choses intéressantes. Une question à vous trois. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que font nos voisins européens? Est-ce qu'on est tous à peu près en Europe au même niveau dans cette commande publique? Est-ce que la partie... Enfin, si on peut parler, quand je dis européen, je pensais anglo-saxon, mais comme ils font plus partie de l'Europe, ça me gêne un peu de les citer, mais les anglo-saxons ont quand même une vision un peu différente de cet aspect de contracting. Et peut-être Jean-Pierre, qui connaît bien ça, peut dire un mot. Jean-Pierre Troche, si tu es là. Bon, il est parti. Justine, sur le benchmark européen, est-ce qu'on est en avance ou en retard? Alors, on est toujours en retard pour transposer les directives européennes et on a des directives européennes aujourd'hui qui nous offrent des outils intéressants pour développer plus facilement les projets, on va dire. Alors, on a toujours les seuils européens, on est tous soumis au même seuil de mise en concurrence, mais il y a quand même un certain nombre de projets qui sont en deçà de ces seuils qui pourraient être mis en place plus facilement si notre droit de la commande publique avait peut-être pouvait évoluer avec les projets. Là-dessus, quand même, on a une culture qui est un petit peu différente de nos voisins européens. On a une culture du service public, l'intérêt général, et tout ça, finalement, on a du coup un grand pan de l'activité économique entre guillemets, qui est le monopole des acheteurs publics. C'est pas que je critique ce monopole, mais je pense que si là-dessus, les acheteurs publics pouvaient travailler plus facilement avec des outils plus souples avec le secteur privé, je pense qu'on pourrait faire ce que font nos voisins européens. On prend l'exemple de l'Allemagne, c'est le pays, le premier pays producteur d'énergie renouvelable, parce que justement, on n'a pas ces limitations en termes de mise en concurrence, en termes de procédure, et il n'y a pas que le code de la commande publique qui est en cause, il y a notre code de l'énergie. Voilà, et effectivement, on est tous soumis, on va dire, aux mêmes règles de mise en concurrence. Par contre, dans l'application et les modalités de mise en œuvre, il y a quand même des outils qui pourraient être simplifiés. Lionel, il y a un UGAP dans les autres pays européens? Oui, alors plus ou moins, c'est-à-dire il y a même un réseau européen des centrales d'achat dont nous faisons partie. Donc effectivement, on sait un petit peu ce qui se passe à travers ce prisme-là. Il y a des centrales d'achat effectivement en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Irlande, etc. Et alors pour revenir à votre question, je ne veux pas faire de French bashing, ce dont j'ai absolument horreur, mais quand même peut-être dire que nous avons deux travers. Le premier travers, c'est que, comme ça vient d'être dit, nous transposons avec retard et nous avons tendance à surtransposer. Je suis très frappé de voir que la transposition, il y a une personne au Danemark, je crois, qui s'occupe de la transposition des directives et c'est fait très rapidement parce qu'il n'y a pas cette surtransposition qu'on a toujours tendance à faire en France, mais dans un contexte effectivement réglementaire et législatif très, très foisonnant. Donc ça, c'est un problème. C'est souvent un barrage au dispositif innovant. C'est souvent un barrage pour les PME, cette surtransposition. Et l'Europe a bon dos. Voilà, la surtransposition est largement un fait français. Et le deuxième petit travers que nous avons par rapport à ce qu'on observe chez nos homologues européens, sont des fois beaucoup plus décomplexés que nous par rapport à l'achat local ou l'achat national. Voilà. La centrale d'achat irlandaise, elle est soumise à la même réglementation européenne que nous et elle a dans ses objectifs le fait de favoriser les entreprises irlandaises. Voilà. Alors nous, on n'en est pas encore complètement là, mais peut-être l'air du temps va nous aider à faire bouger les choses.
quand je vous écoute, je pense qu'on a quand même des outils en général, mais qu'on est vraiment frileux. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Est-ce qu'on est trop frileux, nous, au niveau des prestataires est-ce qu'il ne faut pas être plus pushy vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage pour les aider à construire les cahiers des charges? Peut-être qu'il faut je pensais à l'action de notre collectif par rapport à ça. C'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas être dans une dynamique de construction de cahiers des charges de manière plus active avec la maîtrise d'ouvrage et leur dire que si on co-construit avec vous, ça ne sera pas en jeu. On restera dans le cadre, en fin de compte, de la commande publique, ce que disait Justine, dans la mesure où on donne, où la prestation amont est transparente par rapport à la prestation aval, si j'ai bien compris, on peut intervenir aux deux niveaux, du conseil et ensuite après de la réalisation. Donc, je ne sais pas, François, est-ce qu'on est trop frileux Oui, enfin, tu parles des prestataires, c'est ça? De nous, oui, prestataires, oui. Oui, on est trop frileux parce qu'on est nous-mêmes engoncés dans nos contrats. Enfin, je pense qu'en tout cas, on a effectivement un rôle à jouer. C'est tant le collectif pour donner de la masse critique, hein, mais aussi le fait qu'on a la chance, parce que je ne pense pas être le seul ici à intervenir en amont, justement, des processus de projet, et que c'est évidemment l'occasion rêvée pour... nous, quand on intervient, par exemple, il y a quand même un certain nombre de grandes décisions qui doivent être prises sur la question de la maîtrise d'œuvre urbaine, hein, et de la conduite ou de la manière de l'intégrer dans les processus de définition du projet et de mise en œuvre du projet. On a la question de l'aménageur, de son rôle, de la manière de le faire, de l'introduire, on va dire, dans la danse. En tout cas, quand on est quand on est sur un marché qui est porté par une collectivité, effectivement, la question peut se poser. Sur ce que tu évoquais sur la recherche, je pense que quand on est à l'amont, dans des pratiques, pour ainsi dire, de recherche appliquée. Donc, on peut être effectivement tête chercheuse de solutions alternatives dans la manière justement de conduire des projets. Hein, j'insiste plutôt là-dessus, hein, ne serait-ce que voilà, on a des opérateurs qui remontent de plus en plus à l'amont, hein, des processus, comme vous le savez. Donc, on peut plus travailler, on va dire, enfin, tu l'évoquais à l'instant, on peut plus travailler de façon clivée amont-aval. Il faut que les questions de mise en œuvre soient vraiment incluses dans les questionnements de l'amont. Quand on considère aussi la manière dont les ingénieries ont évolué avec le champ environnemental et les apports en ingénierie dans le champ environnemental depuis les années même 90, on a des questions techniques qui remontent aujourd'hui de plus en plus en amont des décisions à prendre. Donc tout ça, ça nécessite de l'agilité. Donc là où on peut apporter quelque chose, c'est justement bien clarifier les conditions justement de ce projet et les conditions à la fois processuelles et les conditions en termes d'interaction entre les acteurs. C'est la manière en tout cas la plus utile pour le coup pour permettre de faire avancer justement la façon d'envisager les cadres qui nous servent de véhicules. Donc je pense que on a les moyens, j'allais dire, d'agir et de faire évoluer, en tout cas depuis ce que l'on sait, c'est-à-dire depuis les conditions du projet. Voilà, donc nous, en tout cas, on est en permanence confrontés à ces sujets-là pour justement améliorer justement les façons de travailler. Et puis, c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a poussé assez fort l'expérience des appels à projets innovants en participant à des équipes de promotion, assurant à terme, enfin en tout cas potentiellement la fonction de maîtrise d'ouvrage sur des opérations urbaines. Hein, je pense à inventer le Grand Paris, etc. Et donc, on l'a fait justement, pour le coup, pour essayer de voir les différentes situations de fabrication du projet pour être plus à même, justement, d'apporter un regard à la fois critique et des propositions à nos maîtrises d'ouvrage. Voilà, donc je pense que oui, il faut sortir du bois, en tout cas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, enfin en tout cas en apparence, mais pour se mêler de ce qui ne nous regarde pas, il faut effectivement être bien situé. En tout cas, moi j'insiste souvent sur le fait que
on parle, nous, de démarche de programmation urbaine parce qu'elle constitue une mise en situation d'un certain nombre de compétences, mais surtout une mise en situation de la collectivité, du territoire public, du territoire citoyen aussi, hein, puisqu'on inclut beaucoup d'acteurs dans ces démarches. Et on crée, en tout cas, à travers la démarche de programmation, on clarifie déjà quelque chose qui nous semble nécessaire pour justement peut-être faire avancer les schmilblick dont on parle là, c'est-à-dire une meilleure combinatoire entre les intérêts d'un territoire, par exemple. On parlait des enjeux locaux et de la manière dont le local peut constituer une ressource à lui-même et la façon dont parfois, effectivement, les procédures empêchent le déploiement de ces ressources déjà disponibles, déjà identifiées. J'ai envie d'élargir ça à l'ensemble des opérateurs, y compris dans le champ commercial, du commerce, de l'ESS, de la microéconomie, de tous ces gens-là qui sont sur le territoire et qui sont souvent hors des radars. On parlait de sourcing tout à l'heure, mais en démarche de programmation, on va, avec les dents, chercher les acteurs de façon à ce qu'ils soient contributeurs finalement au programme, tant dans sa définition d'ailleurs que dans sa mise en œuvre, mais aussi dans son exploitation. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut que les activités prennent vie. Donc, on voit que c'est un processus. Alors, il y a des expériences, j'aurais difficulté à les développer là, mais j'en pense à une que Jean-Pierre connaît aussi, c'est Alliance Sens et Économie, autour d'une SIC qui effectivement interviennent dans la durée sur les territoires, parce que tout à l'heure, quand tu évoquais qu'on était des acteurs de l'amont, un des problèmes, on va dire, de l'ingénierie de l'AMO de programmation, c'est qu'effectivement, elle est souvent cantonnée à l'amont, alors avec quand même un amont assez large, mais dans les phases de mise en œuvre du projet, souvent on disparaît. Et donc, c'est un peu dommage parce que derrière le travail de la programmation, il y a tout simplement ce que j'appelle moi la permanence de la collectivité dans le processus de projet. Et quand il n'est pas là, on se retrouve finalement dans un dialogue un petit peu opaque, aménageur, maîtrise d'œuvre urbaine, qui s'éloigne parfois ou assez souvent des enjeux propres au territoire qui ont été à un moment donné la motivation première d'un projet. Et là, il y a un très gros enjeu de continuité finalement de ce que je pourrais appeler une maîtrise d'ouvrage urbaine avec ses ingénieries, c'est-à-dire la programmation. Et là, Alliance Sens et Économie, à travers un certain nombre d'expérimentations, l'usage, on va dire, du cadre de la SIC qu'ils en font, il y a quelque chose d'assez intéressant à étudier quant à une manière alternative de faire maîtrise d'ouvrage urbaine, incluant, on va dire, l'ensemble des acteurs concernés pour un projet, y compris les habitants, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, je pense, en tout cas, oui, on ne doit surtout, nous, pas être frileux, parce que sinon, on contribue à être cuit, hein, sinon. On va essayer de ne pas être cuit tout de suite. Récemment, quand la loi sur l'économie circulaire a été promulguée, est-ce qu'elle influence directement vos pratiques, en fait je vais poser la question, je vais commencer peut-être par Lionel. Est-ce que les textes de la loi influencent vos pratiques d'achat, ou est-ce que vous étiez déjà dans ce mouvement lié à l'économie circulaire? On était dans ce mouvement depuis déjà plusieurs années, avec la proposition à nos clients de toute une série de produits, par exemple, recyclés, y compris des choses qui ne sont pas très habituelles de voir, comme des téléphones recyclés. On a bousculé, si je veux dire, on a offert à nos clients la possibilité de basculer la totalité de l'offre de l'UGAP dans nos dispositifs de location pour vraiment faire rentrer le client, s'il le souhaite, et si ses possibilités budgétaires le permettent, dans un dispositif où il n'achète pas, mais dans un dispositif à l'usage, qui me paraît être aussi quelque chose d'important, un pas important sur l'économie de la fonctionnalité. Bon, je passe après tous les dispositifs et tout ce qu'on peut offrir en matière d'utilisation de matières recyclées et autres, mais souvent les industriels, là aussi, sont parfois en avance par rapport à nous, et sur ces sujets-là aussi, il faut être assez modeste.
La loi sur l'économie circulaire, elle nous impacte effectivement très directement parce qu'elle élargit, enfin je veux peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais la loi élargit considérablement le nombre de filières soumises au régime dit de la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que chaque intervenant dans la production ou la distribution d'un produit est en quelque sorte, je dis ça sans doute juridiquement de façon assez impropre, mais en quelque sorte, tous les acteurs de la production et de la distribution d'un produit peuvent être considérés comme solidairement responsables de l'utilisation finale du produit jusqu'à son recyclage. Donc tout ça se traduit très souvent par la mise en place, par exemple, d'écotaxes, même si le mot n'est pas très heureux, sur un certain nombre de dispositifs tels que ça existe aujourd'hui sur le mobilier, sur les déchets électriques, électroniques, etc. Donc voilà. Et alors la loi sur l'économie circulaire, elle va donner lieu à toute une série de décrets d'application, dont plusieurs ne sont pas encore sortis et qui vont préciser les choses sur les différentes filières. Mais oui, on est très en veille là-dessus, et c'est un vrai progrès qui va très au-delà de ce qui était très symboliquement marquant, mais qui va pas être le principal effet de la loi, c'est-à-dire le sujet on fait la chasse au plastique à usage unique. Oui, ça on le fait, on a chassé les produits de nos catalogues. De toute façon, la plupart du temps, les industriels ne nous avaient pas attendus là-dessus. Mais voilà, ça ira bien au-delà quand tous les décrets d'application seront parus. Justine, la loi sur l'économie circulaire, est-ce qu'elle influence de manière transverse, en fait, compte la commande publique ? Oui, c'est-à-dire que je pense que cette loi, elle va nous permettre de donner des fondements juridiques à ce qu'on n'était pas forcément en droit de faire avant. C'est-à-dire que toujours dans le respect des principes de la commande publique, on prenait en compte, par exemple, le mode de transport, les modes de transport non polluants, par exemple, dans le cadre de certaines offres, uniquement pour départager des offres équivalentes. Donc, c'était toujours subsidiaire. Aujourd'hui, la loi énergie-climat, effectivement, elle modifie le régime de responsabilité à toute la chaîne à toute la chaîne de vie finalement d'un produit, d'une marchandise, et que tous les acteurs effectivement en sont responsables. Donc ça veut dire que ça va forcément être transposé dans les cahiers des charges et ça va forcément modifier nos contrats avec des nouvelles clauses de responsabilité et surtout des nouveaux critères de sélection des offres qui vont nécessairement donner lieu à des offres environnementales plus performantes, puisque aujourd'hui, je suis responsable non pas uniquement en tant que producteur, mais en tant que distributeur d'un produit, d'une marchandise, de son utilisation, de sa fin de vie. Et comme il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit, eh bien nécessairement, ça va impacter un plus grand nombre de filières, puisque voilà, c'est le champ d'application est élargi, mais aussi l'ensemble de la chaîne de vie d'un produit. Donc un ensemble d'acteurs va y être soumis et les acheteurs publics devront intégrer aussi dans leur process d'achat ces nouvelles exigences réglementaires. Donc ça va forcément impacter. Après, il y a aussi l'utilisation de matériaux biosourcés. Tout ça, toutes ces choses-là, ça va conditionner les offres également des opérateurs qui répondent à des contrats de performance énergétique. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui vont modifier les process d'achat, les offres des opérateurs, les contrats. Voilà. Effectivement, on est en attente des décrets d'application puisque il y a un certain nombre de dispositions qui doivent encore être précisées. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait quand même un pas en avant avec cette loi. Merci. Il nous reste 15 minutes. Est-ce que dans l'auditoire, il y en a qui souhaiteraient poser une question? Donc, vous pouvez rebrancher votre micro et prendre la parole si vous voulez questionner nos invités. Donc, on est très clair. Pas de questions particulières, donc moi je vais donc continuer. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez une question à poser par rapport à ça. Le sujet principal de notre matinale, en fin de compte, c'était la place de la transition écologique dans la commande publique. Et cette transition, en fin de compte, quel marqueur on peut lui donner? C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut la coter en termes de biodiversité, en termes de carbone? Est-ce qu'on pourrait évoluer vers une commande publique, en fin de compte, qui ait des scorings un petit peu comme les étiquettes
sur les aliments riches en graisse ou pauvres en graisse. Est-ce que cette commande, en fin de compte, on pourrait la sortir à la performance carbone systématiquement avec des indices carbone biodiversité qui sont les fondamentaux. À l'heure actuelle, notre combat, c'est quoi? C'est vraiment le changement climatique et la chute contre la biodiversité. Est-ce qu'on pourrait la scorer? Est-ce que c'est intelligent de penser à ça? Je ne sais pas. C'était une idée. Je veux bien me lancer. Parce que je sais que c'est un sujet qui a fait beaucoup débat et qui est très passionnant. Et j'allais dire, peut-être que là, on touche aux limites de... Enfin, est-ce qu'on peut la scorer dans l'état actuel du droit? Je pense que oui, sur le plan strictement théorique. Le gros problème que l'on a, c'est d'arriver à objectiver tout cela pour satisfaire aux critères de la commande publique qui ont été rappelés tout au long de cette matinée. Pendant un moment, un débat a couru, qu'hélas la jurisprudence a largement refermé, mais on va peut-être à nouveau pouvoir l'ouvrir, sur la possibilité d'insérer un critère empreinte carbone pour, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, limiter des importations de l'autre bout du monde. Et puis il y a eu toute une série d'articles et de doctrines sur le sujet. Et puis je crois, je ne sais plus quel tribunal, je ne crois pas que ce soit allé jusqu'au Conseil d'État, a refermé le débat en disant attendez, tout ça est encore trop fragile, ne serait-ce que sur le plan scientifique, parce que la marchandise que vous faites venir de Chine, l'empreinte carbone, ça dépend par rapport à quoi on calcule l'empreinte carbone. Le transport par cargo de Shanghai au Havre, diront certains, a une empreinte carbone moindre que le camion qui le fera venir du Havre à Paris. Bon, selon les dénominateurs qu'on prend, selon les indicateurs qu'on prend, voilà, tout ça paraît encore relativement fragile. Le deuxième bémol que je mets, c'est que je suis très frappé de voir que sur le domaine de l'achat environnemental, sur le domaine de l'achat écologiquement responsable, je dirais même davantage que sur le domaine de l'achat socialement responsable, on a affaire à une profusion de labels qui nuit considérablement à la lisibilité de l'ensemble et qui est en train de se retourner contre les acteurs. Donc voilà. Alors, et là aussi, on touche peut-être pour le coup à une limite qui est que aujourd'hui, dans une procédure, on ne peut pas exiger un label, on peut exiger un label ou ses équivalents. Et il est vrai que les acheteurs, souvent, ont peu de moyens pour arriver à déterminer quel label est réellement pertinent. Donc, voilà. Récemment, il y a eu des propositions de loi qui ont circulé et on a été auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de création d'un label des labels qui permettrait aux consommateurs, comme à l'acheteur public, comme à une entreprise en B2B, d'arriver à avoir un critère, en gros, rouge, jaune, orange, sur rouge, jaune, vert, sur globalement la responsabilité RSE au sens large, environnementale et sociale d'une entreprise. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué et différents dispositifs existent déjà. Et dans le code de la commande publique, on ne peut, et là pour le coup c'est aussi une limite, ne demander que des choses qui ont trait à la stricte exécution du contrat et qui ne concernent pas la politique générale de l'entreprise. Donc voilà, mais tout ce que je dis là ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler. Justine ? Oui, non, mais je partage complètement sur la question des labels. Ça pourrait être un outil intéressant si les labels, effectivement, il y avait presque une politique des labels où si les labels n'étaient pas exclusivement privés. Donc, mais ça pourrait être un outil intéressant. Là-dessus, il y aurait peut-être d'ailleurs, à mon avis, un travail à faire. Au-delà de ça, effectivement, ce qu'on dit depuis le début, c'est que, enfin, si l'évaluation finalement, si le mieux-disant écologique avait sa place dans le code de la commande publique et ne servait pas uniquement à évaluer l'offre l'offre économiquement la plus avantageuse, peut-être que on pourrait comparer des choses comparables et on pourrait insérer dans le code de la commande publique effectivement des choses relatives à l'empreinte carbone, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil, ça ne peut pas constituer un motif de sélection d'un candidat. Il y a un certain nombre de choses, je pense, qui pourraient être intégrées dans le code et qui n'existent pas, aussi parce que voilà, on est toujours dans un principe d'intégration des exigences environnementales, une obligation de prise en compte.
compte dès lors que l'objectif n'est pas disproportionné, que c'est toujours dans le respect de l'intérêt général et que c'est dans le respect des libertés économiques. Voilà, donc il y a des choses qui pourraient être là-dessus, qui pourraient évoluer, mais ce que l'on voit dans le Green Deal, c'est que finalement, aujourd'hui, le Code de la commande publique ne permet pas finalement de suivre les exigences du Pacte vert européen. Donc, il y a très certainement aujourd'hui un levier peut-être d'évolution de ces règles pour que on ait une pleine intégration des exigences environnementales, la biodiversité évidemment, qui est imparfaitement prise en compte par l'achat public. François, au niveau de la programmation urbaine, enfin, au niveau le plus en amont de la fabrication de la ville, c'est là où on construit la ville des proximités, ou la ville des éloignements. C'est là où la ville, en fin de compte, se détermine ses grandes fonctions. Est-ce qu'à ce stade-là, la partie énergie et carbone est prise en compte? Est-ce que dans cette réflexion-là de l'amont, on pense déjà à la transition écologique? Ah oui, oui, enfin, j'ai l'air. Alors par contre, enfin, pour justement revenir à la question initiale, ça pose quand même, par contre, un certain nombre de problèmes. Vous parliez de profusion de labels. On a en amont des processus de projet une profusion de procédures environnementales, HQ aménagement, écoquartier, enfin bon, qui laissent souvent pantois les maîtrises d'ouvrage et qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre, malheureusement, on donne le sentiment, et pas que le sentiment, en tout cas, c'est vrai aussi d'un point de vue opérationnel, c'est que bien, ces procédures, ces dispositifs sont bâtis de telle manière que ils placent nos interlocuteurs dans une logique d'administration du projet où finalement la procédure, la grille deviennent presque un paradigme supérieur finalement aux questions principales, on va dire, du projet. C'est un petit peu le syndrome, en exagérant peut-être un petit peu les choses, mais le syndrome du tableur, hein, si vous voulez, dans l'aménagement, que ce soit le bilan, que ce soit les grilles d'évaluation environnementale qui sont souvent mal utilisés et en tout cas deviennent, ou en tout cas constituent parfois un élément qui prend à la fois trop d'importance et qui, pour le coup, en l'occurrence, à ce moment-là, perd parfois son utilité. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail, et nous, on travaille avec justement des spécialistes dans ces champs-là pour inclure le plus en amont ces questions de développement durable, ces questions d'environnement. Là où aussi, et ça c'est l'autre travers, hein, j'insiste là-dessus, c'est la représentation souvent très performantielle. Hein, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire dans l'aménagement opérationnel urbain, c'est-à-dire l'environnement pris justement sous une acception assez réductrice, c'est-à-dire technico-environnementale, où les raccourcis sur la question des usages, sur les modes d'habiter, et puis sur la vocation des quartiers sur lesquels on travaille, et souvent à l'œuvre, et au détriment finalement d'une intelligence environnementale. Pour le coup, voilà, on a à la fois des travers techniques, on est limite dans un champ productiviste, hein, si vous voulez, de l'environnement, c'est assez paradoxal, et la procédure parfois devient presque le référentiel, le paradigme sur lequel les acteurs s'accrochent aussi, parce qu'évidemment ça peut constituer un apport soit en subvention, soit aussi c'est du marketing territorial, hein, je pense notamment à la question d'écoquartiers. Donc, oui, il faut le faire. Enfin, évidemment, la démarche de programmation urbaine, c'est une démarche interdisciplinaire. Donc, c'est-à-dire, moi, je fais de la programmation urbaine, mais je ne suis pas en mesure de porter toutes les disciplines à impliquer dans la démarche. Donc, c'est une affaire d'équipe. Hein, c'est une affaire d'équipe de programmation dans laquelle on a des gens dont la compétence est très clairement orientée sur ces questions
environnementales, mais souvent, ils arrivent parce qu'effectivement, dans le cahier des charges, voilà, il y a un label, 2-3 labels qui se battent en duel, des procédures qui sont désignées, dont on sait qu'il va falloir en plus certainement les démonter pour pouvoir remonter quelque chose de plus adéquat. Dans la commande publique, il y a quand même un corsetage aussi de l'espace qui est donné à l'intelligence environnementale, qui est quand même quelque chose sur lequel, là, pour le coup, effectivement, il ne faut pas abolir et il va falloir de plus en plus agir. Enfin, je pense que le collectif, par sa masse critique, là, et par son ADN aussi, a sans doute un rôle très déterminant à jouer sur un certain assouplissement, ou en tout cas une rehiérarchisation des pratiques, de l'inclusion de ces questions-là en amont du projet, parce qu'il faut que ce soit posé en amont, évidemment, du projet, évidemment. C'est sûr que nous qui sommes intervenus en amont environnemental des projets, on voit bien que ce n'est pas le nombre d'indicateurs performantiels qui fait la qualité de vie dans le quartier. Non, Voilà. et le problème de l'indicateur, effectivement, c'est qu'en soi, l'indicateur fait partie de la vie du projet ou de l'outillage, on va dire aussi, de la capacité à évaluer, in itinéré et au-delà du projet, mais c'est bien sûr. Mais le problème, c'est que ces outils-là, parfois, constituent un petit peu amènent les acteurs à se limiter en quelque sorte à la construction d'outils au détriment tout simplement de l'organisation des relations entre les acteurs, à une approche plus collective du projet. Donc ça crée une sorte d'administration de projet supplémentaire. Et alors quand vous êtes en renouvellement urbain dans le cadre de l'ANRU, que vous avez l'impression en fait que les réunions sont organisées autour de 2-3 tableurs qui constituent à ce moment-là le principal paradigme du projet. C'est quand même le comble et bien dommageable par rapport justement au contenu là, en l'occurrence dont on parle aujourd'hui et qui sont souvent pas du coup justement reliés entre eux, problématisés, ne serait-ce que ça, c'est-à-dire la problématisation est souvent absente de ces processus amont. Merci. Écoutez, il est 10h30. Je pense que cette matinale nous a permis quand même de voir qu'il y avait des convergences. Deux, on fonctionne mieux en intelligence collective parce qu'on a beaucoup appris à 3 ce matin dans ces débats-là pour enrichir chacun le savoir de l'autre. Et je pense que ça nous donne en fin de compte des bonnes augures pour notre collectif, pour faire avancer les choses dans ce domaine-là qui est la commande publique. Je voulais vous remercier tous les 3 de votre disponibilité. Merci beaucoup Justine, merci Lionel et merci François. Merci beaucoup. Oui, et merci. On se reverra de manière physique quand même lors d'une matinale pour boire le café ensemble. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée et merci à nos auditeurs pour être restés avec nous toute la matinée.